Alors, donc, vous avez donc les trois domaines qu'il faut savoir placer: solide, liquide, vapeur. Je vous rappelle que vapeur, je vais essayer d'employer toujours le mot vapeur ici, mais c'est au sens de gaz. Par exemple, ce qu'on appelle la vapeur d'eau, c'est parfaitement invisible. C'est de l'eau sous forme gazeuse. Vous ne la voyez pas. Si vous voyez quelque chose, en fait, c'est que vous voyez des micro-gouttelettes d'eau liquide. Voilà, à ne pas confondre. Vous avez donc à savoir placer donc, ces lignes-là, le point triple, le point critique, et savoir placer les différents domaines de stabilité. Sur chacune de ces courbes, vous avez coexistence à l'équilibre indéfiniment pour les conditions de pression et de température imposées des deux phases qui sont représentées à côté. Par exemple, ici, en ce point-là, vous avez coexistence possible indéfiniment de liquide et de gaz. Par exemple, pour l'eau. Est-ce qu'il y a des questions sur ce diagramme, si vous y avez réfléchi un petit peu en attendant, depuis hier? Au 0 degré Celsius, on a eu 273,15 Kelvin. Oui. On a mis 100 degrés, on a mis 0,16. Alors c'est ,15, pardon. Non, c'est ,15. Très bien. Voilà. Alors, ce que je vous avais dit également, c'est que ce diagramme, il est incomplet dans le sens où, si on prend un point sur cette courbe, si on considère un point sur cette courbe, bon, on sait qu'on a coexistence ici de l'eau liquide et de l'eau vapeur, mais on ne sait pas en fait dans quelle proportion. On peut très bien faire varier les proportions de liquide et de vapeur en restant à pression et à température constante. Donc, il faut d'autres diagrammes pour compléter celui-ci. Alors, c'est pour ça que je passe maintenant au diagramme, non pas PT, mais diagramme PV, qui complète un peu les informations. Voilà, ce qu'on appelle les coordonnées de Clapeyron. Ça sert aussi pas mal dans les machines thermiques, parce que ça permet de représenter facilement le travail. Alors, pression, volume ici. Alors, vous savez que pour un gaz parfait, essayez de vous rappeler quelle serait l'allure d'une isotherme pour un gaz parfait. Vous y réfléchissez un instant avant que je le fasse moi au tableau. Sur un diagramme P fonction de volume, je vais représenter ici des isothermes, des courbes isothermes, c'est-à-dire des courbes à température constante. Ça ressemblerait à peu près à quoi? Ça s'appelle comment mathématiquement ce genre de courbe? Oui? Des hyperboles. Voilà. Donc, pour un gaz parfait, on devrait avoir quelque chose comme ça. Alors ça, c'est même si vous prenez de l'eau, mettons, l'eau, si le volume qu'on lui donne, qu'on lui laisse est suffisamment important, et si la température est suffisamment importante, bien l'eau se comporte quasiment comme un gaz parfait. Donc ça, ce que je vais dessiner, ce sont des courbes isothermes. Donc gaz parfait à T fixé. Voilà, c'est effectivement ce qu'on observe. Alors maintenant, si on diminue la température, ce qu'on va obtenir comme isotherme, ça commencera à s'écarter un petit peu du cas du gaz parfait. Alors on va obtenir, concrètement, on va obtenir des trucs qui ressemblent un peu à ça. Voilà, on a des courbes qui vont se déformer un petit peu ici. Et puis si on diminue encore la température, vous allez obtenir une courbe qui va ressembler, qui va vraiment changer par rapport à celle du gaz parfait. Vous allez avoir une première branche, alors ça descend toujours, quand le volume diminue, la pression diminue. Quand le volume augmente, la pression diminue. Donc, vous allez avoir un début de courbe qui ressemble à celle du gaz parfait, quasiment une hyperbole. Mais vous allez tomber, au bout d'un moment, sur un point anguleux à partir duquel la pression va rester constante. Alors, constante, donc horizontale. Je ne sais pas si je suis bien horizontale. Et puis, vous diminuez le volume. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tomber sur un nouveau point anguleux. Et là, la pression, elle va monter très très vite. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on voit ça? Eh bien, on prend
Imaginez qu'on prend un piston dans lequel on a de l'eau sous forme de vapeur. Donc, piston. Voilà. Je vais le mettre en dessous, ça. Voilà, vous avez de la vapeur d'eau. Alors, je représente la vapeur d'eau par des petits points, hein, voilà, pour montrer que l'eau se comporte comme un gaz. Hein. Piston. Et on va comprimer donc ce piston. Alors, ce qui va se passer, donc, quand vous commencez à comprimer le piston, bah, au départ, rien de particulier. Vous aurez toujours de la vapeur d'eau. Bon, simplement, bien sûr, la pression interne va augmenter. Ça correspond à cette branche-là. Bon, et qu'est-ce qui va se passer ici? Parce qu'il y en a qui sentent un petit peu la signification de cette branche horizontale. Qu'est-ce qui peut bien se passer à ce moment-là, au premier point anguleux? Oui. Voilà. Changement d'état. On a l'apparition, au niveau de ce point anguleux, on a l'apparition d'une première goutte de liquide. Donc, si je continue à comprimer ce gaz, bon, ici de la vapeur d'eau, eh bien, je vais avoir apparition d'une première goutte de liquide. Donc, vous avez toujours, bien sûr, pas mal de molécules d'eau sous forme de vapeur, mais vous aurez aussi un petit peu de liquide qui va se former au fond. Voilà, là, ici, une goutte d'eau, en l'occurrence liquide. Alors, jusque-là, la pression augmentait, et ce qui se passe de curieux à partir de ce moment-là, c'est que la pression ne va plus augmenter. Je peux continuer à comprimer. Bien, la pression n'augmente plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle n'augmente plus? Eh bien, parce que vous avez de plus en plus de molécules d'eau vapeur qui se transforment au fur et à mesure en liquide. Or, le liquide occupe moins de place. Voilà. Donc, on dit qu'à partir de ce point-là, la vapeur, elle est saturée en eau. On ne peut plus en mettre, on ne peut plus augmenter la concentration d'eau-vapeur dans le récipient. On a atteint la limite de ce qui est possible, de ce que peut contenir la vapeur. Si on réduit encore le volume, la vapeur, elle n'en veut plus de l'eau. Elle la rejette, hein, elle se débrouille pour l'éjecter de sa phase vapeur, elle la transforme en liquide. Voilà. Donc pendant toute cette partie-là, là, la pression va rester constante. Là. Donc ça correspond à cette branche horizontale. Et puis il va quand même arriver un moment où vous allez vous retrouver avec, dans votre piston, uniquement avec du liquide. Hein, donc bien sûr, là le volume il aurait été considérablement réduit. Si on fait ça pour des pressions pas trop extraordinaires, il faut réduire le volume d'un facteur 1000 à peu près. Hein. Le volume massique ou le volume molaire de l'eau liquide est environ 1000 fois inférieur au volume molaire de l'eau vapeur. Donc là, vous allez obtenir uniquement de l'eau liquide. Et jusque-là, hein, quand on vient de transformer la dernière molécule d'eau vapeur, quand on arrive à l'état eau liquide, bah, la pression, elle était encore constante. Hein. Donc de l'apparition de la première goutte de liquide jusqu'à la disparition de la dernière bulle de vapeur, bah, la pression, elle est constante. Donc de là jusque là. Alors bien sûr, si vous continuez encore à comprimer, alors c'est très difficile, hein, parce que l'eau liquide, elle est très très peu compressible. Bon, on peut le mesurer, on peut quand même continuer à la comprimer. Hein. Donc bon, mais ça se passe, c'est vraiment, ça demande hein, des pressions gigantesques pour voir quelque chose, pour voir une différence de masse volumique. Donc, je le mets quand même par principe, vous pouvez continuer à comprimer, mais là, la pression, elle va augmenter extrêmement rapidement. Hein. Donc, je mets 2 flèches pour la pression. Voilà. Voilà ce qui se passe. Donc, si vous êtes à haute température,
eh bien, vous avez de l'eau qui se comporte quasiment comme un gaz parfait. Alors ça correspond à peu près à ce que je vous ai dit tout à la fin la dernière fois. Je vous rappelle que pour un gaz parfait, qu'est-ce qui caractérise un gaz parfait? Eh bien, c'est l'énergie cinétique d'agitation des molécules qui est très grande devant l'énergie correspondant aux interactions à distance entre les particules, donc, auxquelles on peut associer une énergie potentielle. Donc il s'agit de force électrostatique, vous verrez, vous apprendrez peut-être à les calculer à la fin de l'année. Bon, si je diminue la température, ben, je diminue aussi l'énergie cinétique moyenne de ces molécules, et au bout d'un moment, ben, cette énergie cinétique ne sera plus très grande devant l'énergie potentielle d'interaction, donc on va se rapprocher du cas liquide. Donc bah, ça apparaît assez brutalement. Hein. En dessous d'une certaine température, je vous rappelle que tout ça, ce sont des courbes isothermes. Ici, T est aussi constante. Alors par exemple, la T fixée, je ne sais pas, moi je vais mettre T0. Là, c'est pour une température T1 inférieure à T0. Et là, c'est pour une température T2 inférieure à T1. Donc en dessous d'une certaine température, eh bien, on a des courbes isothermes qui vont ressembler à ça. Et cette branche horizontale, on appelle ça un palier de liquéfaction. Donc, allez, je vais mettre là. Palier de liquéfaction. Alors, on peut prendre un exemple numérique parce que je vous ai donné un polycopier. Hein, donc, il y a marqué isotherme d'Andrews. Donc, c'est le premier qui a mis en évidence le fait que tous les fluides ont un point critique et une température critique en dessous de laquelle il se passe ceci. Donc il a bien étudié le cas du CO2. Alors on va reprendre ces mesures-là. Je vous l'emprunte juste, c'est à vous le papier, je ne sais plus. Vous me faites penser à vous le rendre tout à l'heure. Donc regardez ce que je viens de faire là. En fait, c'est un extrait, si vous voulez, c'est un cas particulier du diagramme que vous avez là en première page du polycopier en bas à gauche. Alors, le premier point anguleux ici, c'est ce qui est noté B dans ce diagramme. Et puis le deuxième point anguleux, c'est ce qui est noté A. Voilà. Et donc ici, il s'agissait sur cette courbe-là, alors soit vous la découpez et vous la collez à ce moment-là, soit vous y faites référence dans votre cours. Donc il s'agit en l'occurrence d'une isotherme 0 degré. C'est-à-dire qu'on maintient la température constante, piston, je vais le rajouter ici, T maintenue constante. Hein, c'est important, sinon ça ne se passerait pas tout à fait comme ça. Et donc, vous avez le volume, à partir du moment où vous réduisez, imaginez que vous avez 1 mole de CO2. Hein, ici, vous remarquez qu'en abscisse, faut faire attention à ce qui est représenté ici. Sur votre graphique, là, l'abscisse, c'est le volume molaire. Donc, pour simplifier, on imagine qu'on a 1 mole de CO2. Donc, c'est le volume qu'occupe 1 mole de CO2. Voilà. Ici, mettons que ce n'est pas de l'eau, c'est du CO2 gazeux. Si on en met 1 mole, ben, on peut réduire le volume du piston sans apparition de discontinuité, sans changement de phase. Et à partir du moment où le piston atteint un volume de 450 cm3, eh bien, on a première apparition de gouttes liquides. Alors tenez, je vais le rajouter ici, puisque je n'ai pas précisé que c'était de l'eau, je peux parler du CO2, hein, et bon, on peut dire exactement la même chose. Donc, exemple pour le CO2. Exemple, 1 mole de CO2 à la température T égale 0 degré Celsius. Hein, donc, voir diagramme. Voilà. Donc, le point sur le graphique qui correspond à ce petit dessin-là où apparaît la première goutte de liquide, c'est le point B. Voilà. Ça, c'est quand on en est à B. Donc, ici, le volume à l'intérieur du piston, c'est 450 cm3. V égale 450 cm3. Hein, donc, c'est l'instant où on vient de liquéfier la première molécule d'eau. Moi, je suis obligé, pour que vous voyez quelque chose au tableau, de dessiner une grosse goutte d'eau. Bon, la première, c'est le cas limite. Cas limite, on vient de faire passer la première goutte d'eau de l'état vapeur à l'état liquide. Bon.
Et donc, je continue à comprimer mon mélange CO2 gazeux, CO2 liquide. La pression, c'est ça qui est remarquable, la pression ne change pas. C'est la transformation, pendant toute cette phase-là, transformation de molécules vapeur en molécules liquides. Bon, et le cas limite, le cas où je n'ai plus que de l'eau, je viens juste de liquéfier la dernière bulle de vapeur, ici de CO2, ça correspond au point A. Donc ici, le volume, hein, je vais le rajouter là, donc là, le volume d'une mole de CO2 vaut 45 cm3. Voilà. Voilà, alors vous voyez sur ce diagramme là du polycopier, vous voyez qu'il existe une température critique qui correspond à la transition entre ces courbes isothermes un peu continues et des courbes pour lesquelles on a des points anguleux. Cette température critique, on la note, on va noter TC, et ici elle vaut 31 degrés pour le CO2. Alors je vous rappelle qu'à chaque corpure correspond une température critique et une pression critique. Bon, alors j'essaie de la dessiner, hein, grosso modo. Pour cette température critique, bien vous avez en fait pas encore tout à fait un palier de liquéfaction, mais vous avez une tangente horizontale, hein, toute petite. Voilà. Et puis ça continue comme ça. Voilà. C'est le cas limite où vous avez donc ce qu'on appelle mathématiquement aussi un point d'inflexion. C'est-à-dire que la courbe, elle est incurvée vers le haut, avant. On arrive au point C. Et ensuite, la courbe est incurvée vers le bas. Mais il n'y a pas vraiment de discontinuité. C'est le cas limite. C'est ce qu'on appelle la température critique, TC. Voilà. Et ce point-là correspond au point critique dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Alors, si on fait cette représentation graphique pour différents isothermes, si on étudie, on fait une série d'expériences, et on représente tous ces isothermes, tout ce qui est accessible, ben on va s'apercevoir que le lieu des points A, quand je fais varier la température entre T2 et TC, le lieu des points A, il va décrire à peu près une courbe comme ça. Et le lieu des points B va décrire en gros une courbe comme ça. Voilà. L'ensemble de ces deux branches, il faudrait que je prenne une couleur qui soit un peu plus distincte du jaune. Ce serait plus astucieux. Mais j'en ai plus. Ouais. Alors, je vais faire du violet, mais je ne sais pas si c'est mieux. Parce qu'entre violet et bleu, vous ne voyez peut-être pas trop la différence non plus. Hein. Voilà. Donc, oui. Alors, au niveau de la température critique, hein, quand vous diminuez, vous fixez la température à la température TC, donc dans 31 degrés pour le CO2. Hein, mais pour l'eau, ça sera beaucoup plus. Vous diminuez le volume, et bien, vous obtenez cette courbe-là. La pression augmente. Et au bout d'un moment, vous allez obtenir en un point, il y a un seul point pour lequel ça se passe, la pression ne va pas augmenter. Hein, mais c'est transitoire. C'est-à-dire que là, ici, la tangente, elle est horizontale. Voilà, c'est ce qui n'est pas facile à représenter ici, mais j'ai pris la précaution justement de vous donner les graphiques. Vous voyez que la tangente est horizontale à ce moment-là. Hein, voilà, c'est ce qui caractérise cette température critique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est déjà les deux grands cas de figure. Au-dessus de cette température critique, vous avez des isothermes pour lesquels la pression n'arrête pas d'augmenter quand on diminue le volume. C'est ce qu'on attend pour les gaz. En dessous de la température critique, vous avez toujours des isothermes pour lesquels vous avez deux points anguleux. À partir du point B, quand vous diminuez le volume, la pression n'augmente plus. En fait, il y a une transition de phase, gazeux vers liquide. Et vous avez un deuxième point anguleux à partir duquel vous n'avez que du liquide. Et là, la pression augmente très rapidement puisque le liquide est très peu compressible. Donc vous avez deux cas de figure. Au-dessus,
Et en dessous de cette courbe, que j'ai représentée là avec une branche bleue, puis après une branche violette, cette courbe, l'ensemble de ces deux branches, ça s'appelle la courbe de saturation. Je vais le représenter ici. Donc voilà, la branche bleue, je le refais ici. Vous, je ne sais pas si vous avez bien la place de le faire sur votre graphique, si vous l'avez collé, mais sinon vous le refaites comme moi. Voilà, l'ensemble de ces deux branches, ça s'appelle la courbe de saturation. Donc, au-dessus de cette courbe, vous avez un fluide. Vous ne pouvez pas vraiment dire si c'est du gaz ou du liquide. Donc, on parle d'état fluide au-dessus. Je vais effacer les petits dessins qui sont au-dessus pour pas que vous mélangiez tout. Alors qu'en dessous, vous avez un mélange de deux phases bien distinctes. Donc, c'est ce qu'on appelle un état diphasique. Hein. Donc, mélange diphasique. Vous avez en dessous là, de cette courbe, si vous prenez un point comme ça, en ce point-là, vous avez en fait un mélange de liquide et de vapeur. Alors le volume moyen de ce mélange, il est donné par cette abscisse-là. Mais attention, en réalité ici, vous n'avez qu'un mélange de vapeur dont le volume propre est donné par l'abscisse du point B. S'il s'agit ici, comme sur votre graphique, du volume molaire, le volume molaire de la vapeur, elle est donnée par l'abscisse du point B. Le volume molaire du liquide est donné par l'abscisse du point A. Et le volume molaire moyen du mélange, c'est lui qui est indiqué par l'abscisse de ce point dont je parle. Alors tout à l'heure, je vais vous expliciter tout ça, vous montrer par un calcul tout simple que tout ça c'est relié, c'est relié entre eux. Bon, donc déjà, savoir que c'est la courbe de saturation. Deuxièmement, un petit peu plus précisément, la courbe en bleu, ça donne, si vous voulez, quand vous êtes sur la courbe en bleu, par exemple au point A, vous êtes au contact du domaine liquide seul. Donc vous avez encore que du liquide. Si vous augmentez, à partir de là, vous augmentez un petit peu le volume, vous commencez à avoir une bulle de vapeur. Donc ça s'appelle logiquement courbe d'ébullition, ici. Donc c'est la branche de gauche de la courbe de saturation. Cette branche de gauche s'appelle courbe d'ébullition. Voilà. On aurait pu faire ce que je vous ai montré avec le piston, là. On écrasait de la vapeur. On pourrait le faire à l'envers. On part de liquide seul et on tire sur le piston. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Alors, il faut peut-être tirer très fort. Hein. Au bout d'un moment, si vous tirez suffisamment fort, vous allez avoir du liquide qui va se transformer en vapeur. Vous aurez un début d'ébullition. Hein. On dit qu'on tire la vapeur. Hein. Je dis vraiment comme ça. Bon. Donc, vous tirez la vapeur. Quand ça commence, vous avez l'ébullition. Il y a des bulles qui se forment dans le liquide. Voilà, courbe d'ébullition. La partie de droite en violet, elle est au contact du domaine vapeur. Vous réduisez le volume, vous pourriez aussi réduire la température, ça reviendrait au même. Vous réduisez le volume à température constante, vous allez avoir première goutte de liquide. Bon, c'est pour cette raison qu'on appelle ça la courbe de rosée. Donc, on va revoir après en exercice le lien avec la rosée du matin. Ça, c'est la courbe de rosée. Et eux, hein. Voilà. Bon, c'est le vocabulaire à connaître. Courbe de rosée, courbe d'ébullition, tout ça, ça forme la courbe de saturation. En dessous de la courbe de saturation, vous avez des mélanges diphasiques. Au-dessus de la courbe, vous avez quelque chose d'homogène. Donc, c'est la première chose à retenir. Au-dessus de cette courbe, tout est homogène. Vous ne pouvez pas dire si vous avez un liquide ou un gaz, vous avez un fluide. En dessous, vous avez des ruptures. Et donc, vous avez des transitions gaz-liquide. Transition un peu brutale. C'est-à-dire que le volume molaire, par exemple, il varie brutalement. Est-ce qu'il y a des questions déjà là-dessus, sur ce que j'ai raconté?
Alors, si je regarde je n'ai pas de schéma sous les yeux, il y a peut-être des choses que je n'ai pas représentées là, je vous le reprends un petit peu. Voilà, le point C, ça correspond au point critique, hein, au-dessus duquel vous avez un fluide. Alors, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Tiens, voilà, heureusement, il est encore au tableau. La dernière fois, on peut passer de l'état vapeur à l'état liquide en contournant le point critique. Donc, si on fait ça, on s'aperçoit qu'on n'aura pas, si on suit effectivement ce chemin-là, hein, on se débrouille avec les variables pression, volume, température, si on suit ce chemin-là, on n'aura à aucun moment une discontinuité des propriétés, comme le volume molaire. Hein. Tout sera homogène. On aura un état absolument homogène en passant continuellement de la vapeur au liquide. Hein. Bon, on peut s'apercevoir quand même, quand on est arrivé là, on peut s'apercevoir on est tombé quand même sur un liquide. On ne peut pas le savoir avant, mais après coup, on peut le savoir. Qu'est-ce qu'on fait? On diminue, par exemple, on diminue la pression, et hop, on va avoir ébullition. En partant d'ici, si je diminue la pression, je ne vais jamais avoir d'ébullition, je suis à l'état vapeur. En partant de là, je diminue la pression, je vais voir apparaître soudainement des bulles. Donc je pourrais dire, à partir de là, je pourrais reconnaître que je suis tombé sur un liquide. Mais entre les deux, on avait quelque chose d'homogène. Voilà le sens de ce point critique. Bon, c'est au-dessus de ce point critique, donc à des températures supérieures, que ça se produit. Voilà. Donc ça a été reconnu, la généralité de ces diagrammes, ça a été reconnu par Andrews, donc c'est fin du 19e siècle. Tiens, je regarde si j'ai... Ah voilà, Andrews, 1869, hein, quand même on essaye de donner quelques repères historiques. Andrews, 1869. Voilà, le premier à avoir étudié tout ça, dans le cas du CO2, hein, puis il a généralisé, s'est aperçu que pour tous les fluides, pour tous les corps purs, on avait ce genre de diagramme. Voilà, je m'aperçois qu'il y a encore quelque chose que je n'ai pas utilisé dans ce diagramme. Bon, je vais la reprendre, désolé. Je vais prendre un point d'abscisse connu. Alors, je ne sais pas, par exemple, si je prends le point à 0 degré, je reprends l'isotherme 0 degré. Ici, j'efface ça pour gagner de la place. Je viens de dire que au milieu, là, on avait un mélange liquide-vapeur. Bon, on va calculer en quelle proportion. Alors, ce point-là, mettons que ça va être le point d'abscisse 220 cm3. Alors, je vais l'appeler M comme milieu. Bon, il n'est pas forcément exactement au milieu. Hein. Mais vous voyez, regardez sur la courbe, sur le polycopier de quoi je parle. On va prendre 220 cm3. Sachant qu'au point B, c'est-à-dire quand on a du liquide seul, le volume molaire est de 450 cm3. Il s'agit du CO2, hein, ici. Et alors ça c'est le gaz seul, pardon, et pour le liquide seul, on en est à 45 cm3 pour cette température, bien sûr, qu'on a choisie sur le graphique, température de 0 degré. Hein. Donc là, c'est isotherme 0 degré. Voilà. OK? Donc, ce que je veux vous montrer là, c'est comment, si on vous donne les coordonnées, on vous dit vous avez la température qui est fixée à 0 degré, donc vous êtes sur cet isotherme-là, vous connaissez les volumes molaires du liquide pur, de la vapeur pure, c'est-à-dire du gaz pur, et on vous dit que le volume du mélange, en moyenne, c'est 220 cm3. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour savoir quelle est la proportion de liquide et de vapeur dans le mélange? Voilà, je fais ce petit calcul-là. Donc, on va utiliser ces grandeurs molaires. Utilisation des grandeurs molaires. Hein, donc, sur ce graphique, le volume qui est représenté, c'est le volume molaire. Hein. Volume par mol. Ben il correspond à un état auquel on est arrivé en comprimant de la vapeur du gaz CO2. Hein. Oui, alors je refais. Vous avez
vous avez dans un piston, vous avez mis du CO2 gazeux. Et puis au départ, donc le volume est très grand. Mettons, c'est plusieurs litres. Vous comprimez ce gaz, vous diminuez son volume, et vous regardez comment augmente la pression. Et vous reportez ça sur le graphique, en fonction du volume. Ben, vous allez obtenir cette branche-là. Au bout d'un moment, vous allez voir que la pression reste stable. Vous continuez à diminuer le volume disponible pour l'ensemble. D'accord ? Pourquoi la pression reste stable? Ben, vous avez compris, c'est parce qu'en fait, pendant que vous continuez à appuyer, il va y avoir du CO2 vapeur qui va se transformer peu à peu en CO2 liquide. D'accord? Plus vous comprimez, c'est-à-dire moins vous laissez de place au mélange, plus il va y avoir de liquide par rapport à la vapeur. Bon, mettons que j'ai enfermé au départ une mole de CO2 gazeux dans le piston. Si j'arrive à 220 cm3 pour le mélange, ben vous aurez une certaine quantité de liquide dedans et une certaine quantité de vapeur. D'accord? C'est ça que je cherche à calculer, à exprimer. Je voudrais savoir, connaissant le volume du piston, c'est-à-dire le volume du mélange, je voudrais savoir combien il y a de liquide, combien il y a de vapeur, en quantité de matière par exemple. Voilà. Donc, alors je vais écrire que le volume du mélange, c'est quoi? Ben, c'est le nombre de moles de liquide fois le volume molaire du liquide, volume molaire liquide, plus le nombre de moles de gaz ou de vapeur fois le volume molaire de la vapeur. D'accord? J'additionne les deux volumes. Le liquide occupe un certain volume, le gaz ou la vapeur occupe un certain volume, ben, le volume total, le volume du mélange, c'est la somme des deux. Bon, tout simplement. Alors, je peux diviser ça à gauche et à droite par la quantité de matière totale, NL plus NV. Et puis, j'ai envie d'abréger un petit peu les notations. Je n'ai pas envie d'écrire à chaque fois molaire, donc ça, je vais l'appeler VL. Et allez, je vais l'appeler, pour dire que c'est molaire, je vais mettre une barre, je ne sais pas si c'est la notation qui est utilisée sur le graphique. Oui, ils ont mis une barre, hein, donc souvent quand on met une barre comme ça, ça veut dire molaire. Et puis ça donc, volume molaire de la vapeur. Voilà. Bon, je divise à gauche et à droite par la quantité de matière totale. Donc j'écris volume du mélange sur la quantité de matière totale, donc NL plus NV, c'est-à-dire le volume molaire du mélange. Tiens, je l'écris. Bon, c'est égal à tout ce qui est à droite divisé par la quantité de matière totale. Donc, allez, ben je l'écris, ça fait NL sur N total, NL plus NV, fois le volume molaire du liquide, plus NV sur NL plus NV, fois le volume molaire de gaz, de la vapeur. Bon, ce rapport NL sur NL plus LV, c'est aussi ce qu'on appelle la fraction molaire. Fraction molaire qui est notée X en général. Fraction molaire, donc que je vais noter X indique L précisément, c'est la fraction molaire de liquide dans le mélange. Évidemment, je vais appeler fraction molaire de vapeur, XV. L'autre coefficient. Voilà, donc j'ai, pour résumer, j'ai le volume molaire du mélange, c'est-à-dire ce qui est donné, hein, c'est les 220 cm3, c'est égal à XL VL moyen plus XV volume moyen, volume molaire de la vapeur. Voilà, alors évidemment, quand on fait la somme des deux, hein, XL plus XV, on voit que ça fait 1, hein, fraction molaire, hein, donc par définition, c'est un pourcentage si vous voulez. Donc si ce qui nous intéresse, mettons, c'est la proportion de vapeur, on va dire que XL, en fait, c'est 1 moins XV.
Hein. Or, xl égale 1 moins xv. Donc, je vais changer parce que je n'ai plus la place. Donc, le volume molaire du mélange, je peux dire que c'est 1 moins xv fois le volume molaire du liquide plus xv fois le volume molaire de la vapeur. Voilà. Alors, moi, ce que je connais, c'est le volume molaire du mélange. Par exemple, ici, c'est 220 cm3. Le volume molaire du liquide, c'est les 45 cm3. Le volume molaire de la vapeur, c'est 450 cm3. On a déjà toutes ces infos sur les diagrammes. Donc, on peut en déduire ici la proportion de vapeur dans ce mélange quand on se situe au point M. C'est-à-dire quand le volume total, compris dans le piston, vaut 220 cm3. Alors, ça veut dire que je dois isoler en fait XV, c'est ça que je vais chercher. C'est la proportion, c'est le pourcentage en nombre de moles de vapeur dans ce mélange. Voilà, alors j'isole, donc je mets en facteur, ça fait XV facteur de volume molaire de la vapeur moins volume molaire du liquide, plus VL. Voilà, donc ça c'est le volume molaire du mélange. Voilà, et donc j'obtiens XV égale, alors c'est pas à retenir par cœur hein, ces expressions, c'est après il y a une interprétation géométrique que je vais donner, ça peut aider à retenir quand même. Volume molaire du mélange moins volume molaire du liquide divisé par la différence volume molaire de la vapeur moins le volume molaire du liquide. Voilà. Je souligne un peu, mais je ne dis pas que c'est à apprendre par cœur, je ne le connais pas par cœur. Par contre, ça se voit assez simplement sur le graphique. Si vous regardez ce que c'est le numérateur, volume molaire du mélange moins volume molaire du liquide. Le volume molaire du mélange, ça correspond aux 220 cm3, c'est l'abscisse du point M. Volume molaire du liquide, c'est l'abscisse du point A. Donc en fait, ça représente la longueur AM. Volume molaire de la vapeur, volume molaire du liquide. Vapeur, liquide. Donc ça correspond à la distance AB. Voilà. Donc on a une loi géométriquement assez simple et facile à vérifier. On regarde tout de suite si on s'est trompé. Si le point M est quasiment au point B, ça veut dire que je suis à la limite de faire une goutte de liquide. Donc j'ai que de la vapeur. J'ai 100% de vapeur. On voit bien, si le point M est en B, en fait on a AB sur AB, ça fait 1. C'est bien 100%. Quand je suis ici, j'ai 100% de vapeur. Si au contraire le point M est en A, AM ça fait 0, j'ai 0% de vapeur ici. Donc quand je comprime, moins je laisse de place au mélange liquide-gaz, évidemment moins j'ai de vapeur, ça correspond bien à cette formule-là. Hein. Donc le rapport de la longueur AM sur AB, ça vous donne le pourcentage de vapeur. Voilà, c'est facile à retenir. Ça, je le sais. Hein, il vaut mieux le retenir. Par contre, la formule, après coup, vous pouvez la réécrire. Hein, ça sera facile à écrire. Vous pouvez faire ça avec plein d'autres grandeurs. Hein. Je ne vais pas refaire la démonstration, mais si par exemple, dans des graphiques, ça va nous arriver, on veut calculer les entropies pour un mélange, on pourra faire exactement la même chose. Je pourrais parler de l'entropie de la vapeur, de l'entropie du liquide. Et si je connais la proportion, par exemple, je peux faire dans les deux sens. Si je connais la proportion dans le mélange, j'aurai l'entropie moyenne du mélange. Ou si je connais l'entropie du mélange, j'aurai les proportions. Hein, on va utiliser les deux cas. Dans les ingénieurs, ils se servent beaucoup de tables et de tables thermodynamiques et de graphiques, hein, donc je vais vous présenter après. Et il faudra savoir surtout lire et utiliser ces tables-là. Donc ce genre de démonstration, hein, ce genre de raisonnement, il s'applique à plein d'autres cas. Hein, je viens de parler de l'entropie molaire. Vous remarquez que j'aurais pu faire ici, au lieu de parler de grandeur molaire, j'aurais pu parler de grandeur massique. On aurait exactement le même genre de raisonnement. Donc on aura tout à fait des formules analogues pour les grandeurs massiques. Ce sera exactement la même chose. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Hein, donc, peut-être
peut-être donc dernière remarque, ici, vous voyez, quand on comprime, eh bien la goutte de CO2 liquide qui va apparaître, elle change brutalement, si vous voulez, de volume molaire. Hein. Donc il y a une discontinuité du volume. Il y a aussi une discontinuité de l'entropie associée aux espèces, aux constituants qui changent de phase. Par contre, qu'est-ce qui est continu entre le point B et le point A? Ben, je vous rappelle que tout le long de la courbe du palier de liquéfaction, hein, et vaporisation, on est en équilibre entre le liquide et la vapeur. Donc, qu'est-ce qui est continu? Est-ce que vous avez retenu quelque chose que j'ai dit très important à la dernière séance? Qu'est-ce qui a la même valeur pour le liquide et la vapeur tant qu'on est à l'équilibre liquide-vapeur? Oui? L'enthalpie libre. Hein, donc, molaire. Hein. On a la même enthalpie libre pour le liquide et pour la vapeur. C'est-à-dire, ce que j'ai dit autrement, j'ai dit que les potentiels chimiques, c'est-à-dire l'enthalpie libre molaire, étaient la même pour le liquide et pour la vapeur. Hein, donc tout le long de cette transformation, que ce soit la liquéfaction ou la vaporisation, ben vous avez une enthalpie libre qui reste toujours la même. Hein, ça intervient plusieurs fois. Par contre, toutes les dérivées premières et les dérivées ultérieures de l'enthalpie libre, qui sont très utiles en thermochimie d'ailleurs, hein, elles sont discontinues. C'est ce qui caractérise d'ailleurs ce qu'on appelle aujourd'hui les transitions de phase de première espèce ou de premier ordre. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Bon, également, ce que j'ai pas dit, ce qui n'apparaît pas sur ce graphique-là, c'est que pour passer de A à B, pour passer du liquide à la vapeur, ben, il faut apporter de la chaleur. Hein, j'ai dit que la température était constante, mais il faut que j'apporte de la chaleur pour le faire. Alors, en gros, pourquoi? Ben, parce qu'il faut casser des liaisons, hein, qui sont importantes entre les molécules de liquide. Voilà, et c'est ça qu'on va calculer maintenant. Je vais vous expliquer comment on peut faire pour savoir quelle est la chaleur qu'il faut apporter à température et donc aussi à pression constante pour passer du liquide à la vapeur. Donc il y aura une formule à savoir utiliser, même à savoir retrouver. Cette formule, elle nous dira que la chaleur qui est nécessaire, elle est proportionnelle, entre autres, enfin elle apparaît dans la formule, il y a un terme qui est proportionnel à la longueur AB. Ce qui veut dire que si vous êtes à plus haute température, si vous êtes tout près du point C, hein, et bien ici, il va falloir très peu de chaleur pour passer du liquide à la vapeur. Hein, et à la limite, au point C, ben, c'est là que vous avez disparition de ce qu'on appelle la chaleur latente. Hein. Vous n'avez plus besoin d'apporter de chaleur pour passer d'un état à l'autre. C'est le cas limite. Est-ce que c'est bon? C'est clair pour tout le monde? Bon. Alors j'y vais. Paragraphe d'après. Alors oui. Je commente juste, mais je ne vais pas faire le graphique, je commente parce qu'on s'en servira moins. Je vais commenter juste le cas un peu plus général. Oui, il y a des... Là, j'ai parlé de l'équilibre liquide-gaz. Hein. Alors, vous regarderez un petit peu chez vous, avant que j'en reparle en exercice, les autres diagrammes. Il y a un diagramme qui est un peu plus complet que le diagramme PV là, que je viens de représenter. Et sur ce diagramme, on représente aussi l'équilibre avec le solide, avec l'état solide. Hein. Donc, c'est première page en haut à droite. Hein, ici, vous avez le domaine solide. Donc, vous avez un domaine où vous avez du liquide qui est en équilibre avec le solide. Ça ressemble un petit peu à ça, mais il n'y a pas de point critique, ça part à l'infini. Et puis, complètement à gauche, hein, pour des tout petits volumes, ben, vous n'avez plus que du solide. Bon, j'en parlerai quand je l'utiliserai. Vous remarquez aussi, et je ne vais pas me risquer à refaire ce diagramme là au tableau, qu'on peut combiner les deux diagrammes que je viens de décrire, le diagramme, à savoir le diagramme PT et le diagramme PV, en un seul diagramme, qui vous donne les états possibles du fluide.
Et donc cette combinaison, elle apparaît dans le diagramme à 3 dimensions, là, donc qui est en bas à droite. Hein. Et finalement, vous pouvez considérer que le diagramme PT, le premier dont j'ai parlé, hein, ben, c'est la projection de ce diagramme à 3 dimensions sur le plan pression, température. Donc c'est vu de droite. Si vous regardez ce dessin là en perspective, qui représente, donc c'est la surface d'état du fluide. Si vous la regardez depuis la droite, ben vous voyez en projection le diagramme PT, qui est le premier que j'ai représenté. Et d'un autre côté, donc le diagramme PV dont je viens de parler maintenant, ben c'est toujours ce diagramme représenté en perspective, mais projeté sur le plan PV. Voilà. Bon, j'en parlerai quand on l'utilisera en exercice. Alors, je viens de parler des chaleurs latentes, donc allons-y. Donc c'est le grand E, je crois. Bon, alors l'expérience de base, c'est vous prenez une casserole dans laquelle vous mettez de la glace. Voilà, il y a des glaçons au départ. Voilà, ça c'est les petites flammes. Et vous mesurez la température. On est à pression constante. Vous chauffez toujours de la même façon. Donc on admet que vous apportez toujours de la chaleur avec le même débit, la même quantité de chaleur par unité de temps. Et vous observez l'évolution de la température au cours du temps. Donc vous allez constater qu'au début, la température va monter. Et puis, à 0 degré Celsius, comme vous le savez, vous aurez donc la fusion, début de fusion de la glace. Donc ce qui est remarquable, vous savez certainement, c'est que là, la température est bloquée. On apporte de la chaleur, mais ça n'augmente pas la température de la glace. Tant qu'il reste de la glace, la température reste constante. Bon. Donc on arrive à ce moment-là ici, donc vous avez la fusion, fusion de la glace, fusion glace. Voilà. Donc là on a apporté une certaine quantité de chaleur pour faire fondre la glace. Et quand elle est fondue, et seulement à ce moment-là, hop, la température commence à remonter. Et puis quand vous arrivez à une température de 100 degrés Celsius, température d'ébullition, comme vous le savez, pour l'eau, bien, vous avez un nouveau palier. Et d'ailleurs, il est encore beaucoup plus long. Alors, il s'agit de quantités de chaleur qui ne sont pas du tout négligeables. Ici, il faut à peu près 300 joules par gramme d'eau. Hein, c'est très grand devant une calorie. Je vous rappelle, une calorie, c'est 4 joules à peu près. Une calorie, c'est la quantité de chaleur qui permet d'élever un gramme d'eau d'un degré Celsius ou d'un degré Kelvin. Bon, ben là, pour faire fondre un gramme de glace, toujours à température constante, il faut apporter 300 joules. Hein, donc c'est beaucoup. Et puis là, c'est encore 4 fois plus, hein, en ordre de grandeur. Donc là, il faut une quantité de chaleur encore plus grande pour vaporiser. Hein, donc c'est la vaporisation de l'eau. Vaporisation de l'eau. Voilà. Et puis, si on avait moyen, alors ce n'est pas le cas d'une casserole toute bête comme ça, mais si on a moyen de garder la vapeur, de continuer à la chauffer, bon, ben, effectivement, là, la température va de nouveau augmenter. Donc l'idée, là, maintenant, c'est d'essayer d'évaluer ces quantités de chaleur nécessaires pour la fusion, la vaporisation, et de manière générale pour toutes les transitions de phase. Alors pour ça, je vais vous rappeler déjà l'allure du diagramme PET. Donc voilà, vous avez, allez, je prends par exemple juste la branche liquide-vapeur, hein, courbe d'équilibre liquide-vapeur, ou liquide-gaz. Et je vous rappelle donc que si on est sur la courbe, si à un moment on a un équilibre, par exemple donc, entre de l'eau liquide et de l'eau vapeur, hein, bien les potentiels thermodynamiques, les potentiels chimiques
Et donc les enthalpies libres sont les mêmes pour le liquide et pour la vapeur. Donc au point A, l'enthalpie libre, allez, au point A du liquide, c'est pareil que l'enthalpie libre, molaire, hein, puisque j'ai créé un cas petit g par un grand G, pareil que l'enthalpie libre de la vapeur. Bon, alors si je considère un point B qui n'est pas loin, juste au-dessus, je vais pouvoir dire exactement la même chose. Il est sur la courbe d'équilibre, donc même potentiel chimique hein, pour les deux phases. Donc GB liquide égale, pardon, qu'est-ce que j'ai écrit là? GA liquide égale GA vapeur. Excusez-moi, hein. Ici, le potentiel chimique au point de liquide au point A, c'est pareil que le potentiel chimique de la vapeur au point A. Je peux écrire la même chose au point B. Le potentiel chimique du liquide au point B, c'est pareil que le potentiel chimique de la vapeur au point B. Voilà. On est à l'équilibre, liquide-vapeur en A et indépendamment en B. Bon, donc si je fais la différence entre les deux, je vais pouvoir écrire donc que GB liquide moins GA liquide, c'est pareil que GB vapeur moins GA vapeur. Voilà, c'est-à-dire la petite variation d'enthalpie molaire du liquide entre A et B est égale à la petite variation d'enthalpie molaire de la vapeur entre A et B. Okay. Voilà, alors maintenant je me rappelle d'une des expressions là, de dG. On a vu que dG, c'est VdP moins S dt. Donc, je vais pouvoir écrire que le volume molaire du liquide fois dP liquide moins l'entropie molaire. Alors, je vais écrire avec un petit S minuscule hein, pour dire molaire. Moins l'entropie molaire du liquide fois dt. Alors, dP et dt, c'est les mêmes. Je n'ai pas besoin de préciser liquide ou vapeur. C'est les mêmes pour le liquide et la vapeur. C'est égal à la même chose pour la vapeur. Volume molaire de la vapeur fois dP moins entropie molaire de la vapeur fois dt. Hein, donc là, je suis parti de 2 points sur la courbe d'équilibre. Bon, je regroupe ce qui va ensemble. Je vais essayer de prendre des valeurs qui soient positives. Par exemple, le volume molaire de la vapeur il est toujours supérieur au volume molaire du liquide. Donc j'ai intérêt à regrouper ça du côté droit. Ça fait volume molaire de la vapeur moins volume molaire du liquide fois dP qui est égal à entropie molaire de la vapeur moins entropie molaire du liquide fois dt. Voilà, donc ça c'est ce que je peux noter, mettons, ds. Je fais un petit S, ça c'est un S minuscule. Bon, je n'ai pas trop l'habitude de les faire. C'est un S minuscule, vous pouvez le faire autrement. Bon, pour une transformation réversible, qui me fait passer du liquide à la vapeur, eh bien, j'apporte, par définition, je dois apporter la chaleur latente de transition de phase, ici de vaporisation, nécessaire. Donc, pour une transformation réversible, je vous rappelle que ds, c'est égal à delta Q réversible sur la température. Et justement, on définit la chaleur latente de vaporisation comme étant la chaleur qu'on doit apporter de manière réversible pour faire passer de l'état liquide à l'état vapeur. Alors, du liquide à la vapeur, il faut toujours apporter de la chaleur, hein, parce qu'il faut casser des liaisons entre les molécules qui sont plus importantes dans le cas du liquide. Donc, ce delta Q réversible, c'est ce qu'on appelle la chaleur latente. Bon, je suppose qu'on vous en a déjà parlé en thermochimie. Donc ça, c'est la chaleur latente, ici de vaporisation,
chaleur latente de vaporisation en l'occurrence. Chaleur latente, est-ce que ce mot-là vous dit quelque chose ou est-ce qu'on vous a juste en parlé d'enthalpie de vaporisation? Chaleur latente, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chaleur latente en fait? On vous a dit? Pourquoi latente? Ça veut dire quoi? Parce que latente, ça veut dire dissimulé, caché. Voilà, hein, on ne voit pas. On est en train de chauffer, hein, ça correspond à ce palier ici. On chauffe et on s'aperçoit que la température ne bouge pas. Hein, curieux. C'est surprenant a priori. Donc on chauffe et quand on dit qu'on chauffe, c'est-à-dire qu'on apporte de l'énergie et on ne voit pas où est stockée cette énergie. Enfin, c'est pas apparent, c'est pas quelque chose d'évident. En fait, cette énergie, elle sert à quoi? Elle sert microscopiquement à casser des liaisons. Hein. Alors comme on ne la voit pas, mais qu'il y a bien un stockage de cette énergie, hein, d'une certaine façon, le mélange, enfin, l'eau liquide reçoit bien cette quantité d'énergie. Et comme on ne voit pas directement les effets, on dit que c'est une chaleur latente. Hein, latente, donc c'est ce qui ne se voit pas. Voilà, donc j'en reviens là-dessus. Cette chaleur latente, elle est souvent notée L. Hein, donc ici, pour la vaporisation, ça va être L vap. Donc, je remplace ça là-dedans. Ça me fait donc L vap égale T fois ds. Hein, je peux écrire comme ça. Et moi, si c'est ça qui m'intéresse, donc je vais écrire que et L vap, c'est donc égal à T fois T fois V vapeur moins V liquide fois dP sur dt. Alors quand je dis dP sur dt, je vous rappelle que depuis le début, dP et dt, c'est la variation de pression et de température nécessaire pour passer de A à B. Ça correspond à ça, le dP et le dt. Donc, on peut les mesurer si on veut, si on a cette courbe-là, la courbe d'équilibre pression en fonction de la température. Ben voilà, je le représente, c'est en petit là, hein. Mais le dt, ça correspond à cette variation de température, et le dP, je ne sais pas où mettre les points parce que c'est trop petit, ben, le dP, c'est cette augmentation de pression. C'est ça, dP et dt. Donc c'est la pente, si vous voulez, de cette courbe d'équilibre, pression en fonction de la température. C'est ça qui apparaît là. dP sur dt pour la courbe d'équilibre liquide-vapeur. Voilà. Et bien c'est ça, ce qu'on appelle la relation de Clapeyron, enfin encore une. Hein. C'est comme Van 't Hoff en chimie. Il y a au moins 5 ou 6 formules qui s'appellent formule de Van 't Hoff en thermochimie. Bon, ben, Clapeyron, il a fait aussi pas mal de choses en thermo. Il y a plusieurs formules de Clapeyron. Bon, celle-là, c'est la plus connue. Formule de Clapeyron, à connaître. Hein, parce que vous n'allez pas, si vous avez à l'utiliser, vous n'allez pas refaire toute la démonstration. Formule de Clapeyron. Voilà, donc je vous disais que plus l'écart de volume entre la vapeur et le liquide est important, et il est très important pour l'eau, plus il va falloir chauffer pour, en l'occurrence, vaporiser. Mais c'est une formule qui est tout à fait générale, hein, je l'écris d'ailleurs plus généralement. Pour toutes les transitions de phase, ça marche. On peut écrire que la chaleur latente de transition de phase, je passe d'une phase 1 à une phase 2, ou alors alpha et bêta, parce que c'est comme ça, je crois que je l'avais noté la dernière fois. Je veux passer d'une phase alpha à une phase bêta, il va falloir que j'apporte une quantité de chaleur qui vaut, algébriquement d'ailleurs, T fois V bêta moins V alpha fois la pente de la courbe d'équilibre dans le diagramme PT, au point considéré. Donc pour le passage, pour la transition liquide-vapeur. Pas liquide-vapeur, ici c'est alpha-bêta. Voilà. Ce qui est remarquable, c'est que finalement, j'ai fait aucune hypothèse particulière. Hein, par exemple, au premier semestre, on a quasiment toujours considéré les gaz parfaits. Bon là, j'ai fait aucune hypothèse, c'est toujours valable, hein, cette formule-là, sans condition. Bon, il faut se rappeler que le L qui est là, c'est la chaleur qu'il faut apporter pour réaliser la transition de phase de manière réversible.
Est-ce que je l'ai écrit? Non. Enfin, si, je l'ai écrit, mais de manière un petit peu sibylline, c'est delta Q réversible. Hein, donc, vous pouvez le noter. Tiens, moi, ça va me reposer si je ne l'écris pas. Vous pouvez le mettre en remarque. Hein. L, ce que j'ai noté L, donc là, cette chaleur latente, c'est la quantité de chaleur nécessaire pour réaliser la transition de phase de manière réversible. Si la transition est réalisée brutalement, il va peut-être falloir une autre quantité de chaleur. Bon, on verra ça en exercice. Donc, quantité de chaleur nécessaire pour réaliser la transition de phase de manière réversible. Oui. La valeur pour la vaporisation est plus importante parce qu'un solide, on a quand même plus de liaisons. Ben, oui, mais dans un liquide, vous avez pas mal de liaisons. Hein, dans un solide, d'accord, les liaisons sont plus importantes, mais dans un liquide, il continue à y avoir pas mal de liaisons. Alors que dans la vapeur, quasiment plus de liaisons. Voilà. Donc, quand vous passez de solide à liquide, c'est vrai que vous cassez pas mal de liaisons, mais vous en recréez d'autres. Hein. Alors, particulièrement dans le cas de l'eau, parce que dans l'eau, vous avez aussi des liaisons hydrogènes dans le liquide qui restent importantes bien au-dessus de 0 degré. Hein. Voilà, donc deux cas particuliers là, de ce résultat-là. Bon, cas particulier, le point critique, hein, dont j'ai parlé juste avant de faire ça. Au point critique, vous avez quelque chose de remarquable. Si vous regardez la courbe pression en fonction du volume que j'ai présenté juste avant, ben vous apercevez qu'au point critique, le volume molaire du liquide devient exactement égal au volume molaire de la vapeur. Donc ce terme-là, il vaut 0. Autrement dit, la chaleur latente devient nulle à la température critique. Donc au point critique, V vapeur moins V liquide égale à 0. Et donc la chaleur latente de vaporisation vaut 0. Alors qu'elle est très grande à notre température. Hein, la température critique pour l'eau, c'est plus de 300 degrés. D'ailleurs, je crois qu'on l'avait là-dessus. 374 degrés. Deuxième remarque qu'on peut faire pour l'eau. Pour l'eau, vous voyez ici, j'ai parlé de la transition liquide-vapeur. On peut aussi s'intéresser à la transition liquide-solide, pardon, ou solide-liquide, plutôt dans ce sens-là. Donc, dans ce cas, la chaleur latente de fusion, c'est donné par T fois volume molaire du liquide moins volume molaire du solide fois dP sur dt le long de la courbe d'équilibre solide-liquide. Alors, sans même avoir les valeurs numériques, hein, on verra ça en exercice, on sait que ça, c'est positif. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de ce terme-là? VL, volume molaire du liquide moins volume molaire du solide pour l'eau. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable? C'est du point de vue du signe, tout simplement. C'est négatif. Ça, c'est un cas très rare. La plupart des solides sont plus denses que le liquide correspondant quand on prend un corps pur. Très peu de cas comme l'eau. Alors, pour l'eau, heureusement que c'est comme ça, sinon on n'existerait pas probablement. Parce qu'imaginez qu'est-ce qui se passerait si le volume molaire de la glace était plus petit que le volume molaire de l'eau liquide. Imaginez que la glace qui se forme à la surface d'un lac, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe, elle coule et donc elle reste de la glace. Et donc vous n'aurez aucun être vivant, hein, finalement, au fond. Or, c'est au fond des lacs et au fond des mers que sont apparus les premiers êtres vivants. Bon, bref, ici, ça c'est négatif. Bien sûr, la température est positive. Donc, remarquable aussi, la pente dP sur dt pour l'équilibre solide-liquide est forcément négative. Voilà, c'est le cas un petit peu exceptionnel. Hein, donc je le représente encore ici. Si on s'intéresse à l'équilibre, donc pression-température. Alors c'est une pente qui est très très grande, hein, on verra, on fera l'application numérique, mais c'est une pente négative. Alors, bon, ça veut dire quoi par exemple? Ça veut dire que
mettons on est à 1 bar, à la pression atmosphérique. Voilà. Température ambiante. Température 0 degré. Et bien ça explique par exemple pourquoi on peut faire du patin à glace. Pourquoi? Parce que ici, vous êtes dans le domaine solide. Ici, domaine liquide. Quand vous arrivez avec votre patin à glace sur la glace, en fait, les patins à glace, si vous les appuyez tout doucement sur de la glace, à la main, comme ça, sans être dessus, bah, ça frotte énormément. Ça ne glisse pas du tout. Par contre, si vous montez dessus, là, vous pouvez glisser très bien. D'autant plus, en général, que vous allez vite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous arrivez avec votre patin à glace, tout votre poids tient sur une petite lame. Donc, la pression est très importante. Donc, brutalement, vous augmentez la pression, vous augmentez très fortement la pression. Vous la faites passer d'un point comme ça à un point qui est dans le domaine du liquide. Donc, ça veut dire que quand vous faites du patin à glace, localement, ça va très vite, hein, et ça revient très vite en sens inverse, localement, vous faites fondre la glace. Donc, vous faites apparaître une petite couche d'eau, il y a une petite pellicule d'eau entre le patin à glace et la glace. Et c'est ça qui vous permet de glisser. Donc, fusion nécessaire pour le patin à glace. Par exemple. Et dans une moindre mesure aussi, en faisant du ski, on a le même genre de choses. Voilà. Bon, puis il y a d'autres, j'en parlerai en exercice, des autres applications. C'est bon jusque-là? Alors je reviens à l'équilibre liquide-vapeur qui va beaucoup nous intéresser dans les machines thermiques, hein, on s'en sert beaucoup. Donc c'est le F, pression de vapeur saturante. Bon alors vous avez tous en tête bien sûr que la température d'ébullition de l'eau à pression ambiante c'est 100 degrés hein, sous une atmosphère. Donc on peut se dire qu'on va voir que la transition liquide-vapeur, on ne peut l'avoir qu'à 100 degrés. Voilà ce qu'on pourrait penser a priori, un peu naïvement. Or si vous y pensez, vous avez déjà certainement remarqué, vous mettez de l'eau dans une assiette. Voilà, dans la pièce, imaginez, je mets de l'eau dans une assiette. Expérience. Et vous attendez quelques heures. Bon, alors en fonction bien sûr du temps que vous attendez, ça prend plus ou moins de temps. Allez, vous attendez une journée. Et bien vous revenez dans votre pièce, il n'y a plus d'eau. Vous avez déjà remarqué ça, hein? Éventuellement, il y a quelques traces de sels minéraux, peut-être de cochonneries, mais enfin, il n'y a plus d'eau. Voilà, ça c'est vide. Or, à aucun moment, la température de votre pièce, heureusement, n'a atteint les 100 degrés Celsius. Donc là, ça doit vous amener à réfléchir, attention, on peut donc avoir de la vaporisation de l'eau sans arriver à 100 degrés Celsius. Hein, donc ne pas confondre la température d'ébullition avec la température 20 degrés, par exemple, qui permet d'avoir une vaporisation. Alors comment expliquer ça avec les diagrammes de phase dont j'ai déjà parlé? Bah, tenez, je l'ai encore au tableau ici. J'ai la courbe d'équilibre. Pression, dans le diagramme pression-température, entre une phase liquide et une phase vapeur. Alors je vais enlever les petits, ce qui ne m'intéresse pas là-dessus, je vais peut-être même le faire en plus gros, hein, c'est parce que c'est tout simple. Voilà, donc ici au-dessus j'ai du liquide, ici j'ai de la vapeur, et un point quelconque sur la courbe d'équilibre correspond à un équilibre entre liquide et vapeur. Alors, c'est là qu'il faut se rappeler, puisqu'on est en train de parler d'eau, que la pression qui est là, en ce qui concerne la vapeur, c'est la pression en vapeur d'eau dans l'air. Ce n'est pas la pression de l'air, c'est la pression en vapeur d'eau dans l'air.
Donc cette pression, je vais bien rajouter pH2O, cette pression de vapeur nécessaire pour être en équilibre avec une phase liquide, c'est la pression de vapeur dans l'eau, ce n'est pas forcément la pression atmosphérique. Donc, si vous prenez une température, je ne sais pas moi, de 20 degrés, alors je ne sais pas tiens, si j'ai la valeur précise pour 20 degrés, je vais voir ce que j'ai noté. Alors voilà, tiens, je l'ai pour 24 degrés. Hein. Voilà. Peut-être parce que c'est la température chez moi, j'aime bien être au chaud, 24 degrés, voilà. Ici, 3000 pascal. Voilà. Ce point-là, il vous dit quoi? Il vous dit que si la température de l'air est à 24 degrés, la température de la phase gazeuse est de 24 degrés, eh bien, il faut que la pression d'eau, en fait, la pression partielle, hein, la pression d'eau dans l'air soit égale à 3000 pascal. Mais 3000 pascal, c'est rien par rapport à la pression atmosphérique. Hein. Je vous rappelle, pression atmosphérique, 10 puissance 5, 100 000 pascal. Voilà. Donc, ce point-là, il dit que à 24 degrés, pour que le liquide soit vraiment en équilibre avec la vapeur, il faut qu'il y ait cette pression-là. Alors, imaginez qu'au départ, j'ai de l'air sec. Si l'air est sec, ça veut dire que la pression partielle de l'eau est nulle, a priori rigoureusement nulle. En réalité, c'est dans aucun pays, hein, même si vous allez au Burkina Faso, au Mali, vous n'avez pas un air parfaitement sec. Hein, c'est une façon de parler. Vous avez toujours un petit peu de pression de vapeur d'eau. Bon. Donc, imaginons que l'air soit relativement sec. Donc, la pression de vapeur d'eau est plus faible que ça. Ben, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va essayer de se mettre à l'équilibre. Elle voit qu'elle peut faire une transition liquide-vapeur. Microscopiquement, ça correspond à quoi? Ben, si vous imaginez, voilà, dans un récipient, vous avez de l'eau liquide. Oh là là. Bon, les molécules d'eau liquide, elles sont à une certaine température. Donc les molécules qui sont à la surface, ici, à une certaine température, correspondent à une certaine agitation. Donc parmi les molécules qui sont à la surface, il y en a qui vont pouvoir être éjectées vers la phase vapeur. Ils vont se retrouver en phase vapeur. C'est ça microscopiquement ce qui se passe. Bon, donc vous allez avoir au fur et à mesure de plus en plus de molécules d'eau qui vont se retrouver dans la phase vapeur. Ça va faire monter peu à peu la pression de vapeur d'eau, la pression d'eau gazeuse dans l'air, enfin dans le volume hein, qui est disponible. Voilà. Alors ça se fait extrêmement vite si vous avez du vide ici. Si vous avez de l'air, ça va faire moins vite, mais n'empêche qu'à l'équilibre, vous aurez toujours les mêmes valeurs. Hein. Vous aurez toujours la même pression d'eau-vapeur en équilibre. Elle ne dépend que, d'après ce graphique, elle ne dépend, cette pression de vapeur à l'équilibre, elle ne dépend que de la température que vous imposez. Bon, alors bien sûr, c'est un équilibre, ça veut dire qu'il peut se produire l'inverse. Parmi les molécules de vapeur, d'eau-vapeur, ben, vous en avez qui vont plonger dans le liquide et qui vont être retenues, capturées par le liquide. Hein, il y a des interactions attractives relativement fortes entre les molécules d'eau. Bon, donc les deux vont s'équilibrer et bon, ben, le pourcentage, si vous voulez, il dépend de la température essentiellement. Alors, donc ce qui va se produire dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez un air sec ici, ben, la pression de vapeur d'eau est inférieure à la pression qu'il devrait y avoir à l'équilibre. Donc qu'est-ce qu'elle fait l'eau liquide? Ben, elle va éjecter plus de molécules d'eau, elle va les faire plus passer à l'état vapeur qu'il n'y a de molécules de vapeur d'eau qui vont revenir à l'état liquide. Là, on est dans une situation, au départ, quand vous mettez votre eau dans une assiette dans votre chambre, ben, vous êtes dans une situation qui correspond à une trop faible pression de vapeur. Et donc, tant qu'il y a de l'eau ici, à l'état liquide, ben, cette eau liquide, elle va essayer de retrouver l'équilibre. Elle va essayer de retrouver la pression de vapeur en équilibre avec l'eau qui est dans l'assiette. Donc, elle va éjecter ces molécules. Elle va les faire passer de la phase liquide à la phase vapeur. Ça ne s'arrêtera que quand dans votre pièce, vous aurez atteint cette pression qu'on appelle aussi pression de vapeur saturante. C'est la même que celle dont j'ai parlé pour le CO2. Donc en fait, cette courbe-là,
À partir du point triple, je vous rappelle que là, ça s'arrête au point triple. Après, on a un équilibre solide-vapeur et puis ici un équilibre solide-liquide. Toute cette courbe-là, on l'appelle jusqu'au point critique, on l'appelle aussi courbe de... C'est la courbe qui donne la pression de vapeur saturante à une température donnée. Donc, la pression qui est indiquée par cette courbe, je le rajoute ici aussi, c'est la courbe de pression de vapeur saturante. À la température donnée. Voilà. Bon, voilà pour cet exemple-là. Alors, si je prends des valeurs, donc je disais, cette transition-là, elle se fait très rapidement dans le vide, beaucoup moins dans l'air. Qu'est-ce que je voulais raconter là-dessus? Oui, je voulais rappeler que la vapeur d'eau, elle est invisible. Je vous l'ai dit, j'insiste là-dessus. Vapeur, ça ne veut pas dire que vous voyez quelque chose de blanc. Sinon, ce serait des gouttelettes, ce ne serait pas de l'eau gazeuse. Là, dans la pièce, on a, typiquement, on a un degré d'humidité. Tiens, je ne l'ai pas défini, il faut que je le définisse. On a un degré d'humidité de 40%. Je vais tout de suite définir ce que c'est. Ça veut dire qu'il y a de l'eau dans l'air. Bon, on ne la voit pas. Il y a de la vapeur d'eau actuellement. Alors, justement, qu'est-ce qu'on appelle le degré d'humidité? Donc, degré d'humidité. Alors, par définition, vous voyez ici, sur cette courbe-là, j'ai imaginé que ça représente la pression de vapeur d'eau dans la pièce qui contient un air relativement sec. Et ça, c'est la pression de vapeur saturante. Alors, je vous rappelle, donc on ne peut pas, rappelez-vous de l'expérience avec le piston, on ne peut pas avoir plus d'eau à l'état de vapeur dans l'air que ça. Si on essayait d'augmenter la pression de vapeur d'eau, si on essayait de rajouter de l'eau sous forme de vapeur, instantanément, elle viendrait se recondenser de manière à retrouver l'équilibre. Alors en fait, ce n'est pas instantané quand on est dans l'air, c'est très rapide par contre si vous avez le vide au départ. Bon. Donc, le degré d'humidité, qu'est-ce que c'est? À une température donnée, c'est le rapport entre la pression d'eau que vous avez effectivement dans la pièce, ou dans la partie mécanique des machines thermiques qui vont nous intéresser, et la pression maximum d'eau qu'il pourrait y avoir, à savoir la pression de vapeur saturante. Donc, allez, je l'écris, puis on va prendre un exemple numérique. Degré d'humidité égale pression H2O actuelle, effective. Donc, dans l'air, par exemple, divisé par la pression de vapeur saturante en eau. PV, ce qui est noté souvent PV sat. Voilà. Pression maximum qu'on pourrait avoir. Donc, si j'essaie de réutiliser ça, par exemple, imaginez qu'à 24 degrés, dans ma pièce, à 24 degrés, j'ai une pression de vapeur d'eau de 1500 pascal, par exemple. Exemple, à 24 degrés, si la pression de vapeur d'eau, c'est-à-dire la pression partielle du gaz H2O dans l'air, vaut seulement 1500 pascal, ça veut dire que cette eau vapeur, elle n'est pas en équilibre avec un liquide que j'introduirai dans la pièce. S'il y a un liquide dans la pièce, ce liquide, il va se dépêcher d'ajouter des molécules d'eau vapeur dans la pièce pour essayer de retrouver l'équilibre. Donc, on a la vaporisation. Donc, le degré d'humidité, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il vaut? Degré d'humidité égale donc les 1500 pascal sur 3000 pascal. 50%. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Alors attention, la pression de vapeur saturante, elle augmente très vite avec la température. Ça monte fort. Ça veut dire que de l'air chaud peut contenir plus d'eau que de l'air froid. Alors ça a plein de conséquences pratiques. Par exemple, en météorologie, le cas le plus classique, vous avez de l'air relativement chaud
qui est chargé de beaucoup d'eau, beaucoup de vapeur d'eau. C'est possible parce que si l'air est chaud, la pression de vapeur saturante est grande. Donc cet air peut se charger beaucoup en vapeur d'eau, notamment au contact des océans. Donc vous pouvez avoir une pression d'eau dans cet air chaud, voilà, qui correspond à peu près à cette valeur-là. Imaginez maintenant que cet air arrive sur le continent, mettons en France, et puis se refroidisse. Alors ça va se refroidir d'une part, par exemple en hiver, ça se refroidit parce que le sol est plus froid que les océans. Et puis si vous arrivez sur un relief, mettons les Vosges, les nuages ils vont monter en plus. S'ils montent, ils vont se refroidir, donc détente adiabatique, la température diminue. Et en montant, donc en refroidissant, qu'est-ce qui va se passer? On décale on se décale par là, à pression constante. Donc vous avez toujours la même pression de vapeur d'eau, mais la température diminue. Donc on va traverser cette courbe-là, et ici on va se retrouver dans un état où seul le liquide est stable. Donc vous aurez une condensation de l'eau à l'état de vapeur. Elle va se transformer, quand le nuage va monter là, sur les Vosges, elle va se transformer en liquide, et c'est pour ça que c'est un des départements où il pleut le plus en France, en passant. Donc c'est l'explication de la pluie. L'air monte sur les Vosges, ça se refroidit, la pression de vapeur saturante diminue, donc la pression d'eau-vapeur dépasse la pression de vapeur saturante, donc il y a instabilité, formation de gouttelettes, ça tombe.